Ouf. Il est mort. L'empereur? Tiens. On va donc pouvoir enfin parler de lui. Monsieur de Talleyrand consentira-t-il à nous donner ce soir son opinion sur l'empereur? Non, il n'est pas du tout nécessaire que j'aie une opinion sur lui, madame, non. Eh bien, je dois vous avouer, prince, que moi, je n'ai jamais aimé Napoléon. Eh bien, madame, ça n'a pas l'importance que vous croyez, non. La question n'est pas là, d'ailleurs. La question n'est pas là. Non, madame, non, la question n'est pas là. Le jour où meurt Napoléon, il ne s'agit pas de savoir si vous l'avez aimé ou non. Pourtant, j'ai bien le droit. Eh bien, non, madame, non, vous n'avez pas ce droit. Si vous avez à dire une chose extrêmement spirituelle, cruelle même, concernant l'empereur, dites-la. Vous pouvez même aller jusqu'au blasphème. Parce qu'un trait d'esprit est une chose sacrée. Mais nous donner votre opinion sur l'un des plus grands hommes que la terre ait porté, non, madame, non. Je vous conteste même le droit d'en dire du bien. Et rien ne peut l'atteindre. Voilà 20 ans qu'elle me porte sur les nerfs, cette femme-là.
Son opinion sur l'empereur, hein, je vous demande un peu. Mais vous savez que si nous l'avions laissé parler, elle aurait fini par nous dire « Moi, à sa place, je n'aurais pas fait telle ou telle chose. » Car les gens sont ainsi, ils se mettent à la place des grands hommes qu'ils jugent. Or, les individus sont des faits. À plus forte raison, mon Dieu, quand il s'agit d'un homme comme celui dont elle osait parler. Mais bien, un fait ne se discute pas. Il se constate, il s'examine, il se raconte. Eh bien, s'il se raconte, prince, racontez-nous l'empereur. Soit. Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme, qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, sortira dans une île, et qui, contre son gré, trépassa dans une île. Il naquit à Ajaccio, le 15 août 1769. Quelques mois auparavant, le roi Louis XV... Choiseul, Si? il faudrait acheter la Corse. La chose est envisagée, sire, depuis longtemps. Eh bien, mais je ne désire pas qu'on tarde davantage. N'avons-nous pas à résoudre, sire, des problèmes qui soient plus urgents? Non. Et combien il avait raison. 45 jours plus tard, Napoléon serait né italien. De sa prime jeunesse, on sait fort peu de choses. Sinon qu'il entra à l'école de Brienne à l'âge de 10 ans, le 23 avril 1779. Un seul de ses enfants osa venir à lui et lui tendit la main. Quel était cet enfant? Cet enfant, chère madame, était... Monsieur de Bourrienne. Cet enfant, chère madame, était monsieur de Bourrienne. Entrez, Bourrienne, entrez. Bonjour. Nous parlions de vous, précisément. De moi? Oui, 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 vous arrivez à merveille. Mes chers amis, je vous présente monsieur de Bourrienne, qui fut le condisciple, devint l'ami et par la suite le secrétaire particulier de l'empereur. Vous connaissez, je crois, mes amis, monsieur et madame de Blanc-Ménil. Asseyez-vous. Asseyez-vous, Bourrienne, et dites-nous, comment était Bonaparte à son entrée à l'école de Brienne? Oh, le même qu'il était quand il en est sorti. Taciturne, maussade, et souvent batailleur. En quittant l'école militaire, il a 16 ans. Et il est lieutenant en second. Mais il n'aime pas être en second. Bonaparte. Deux mois plus tard, il est lieutenant. Mais il n'est pas encore satisfait. Il l'est tellement peu qu'il demande un congé. Mais le voilà parti pour la Corse. Pour la Corse, qu'il n'a pas revu depuis 6 ans. Or là, il fait la connaissance de 3 petits garçons et de 2 petites filles. Ce sont Louis, Lucien, Jérôme, Pauline et Caroline Bonaparte. Caroline qui sera la femme de Murat, Jérôme qui sera roi de Westphalie, Lucien, prince de Canino, et Louis qui recevra la couronne de Hollande. Et Pauline. Pauline Borghese, la plus jolie pour lui de toutes les femmes de la terre. Ayant rejoint son régiment à Aussonne, il prête serment au roi avec tous les officiers de son corps. Et cependant, quelques mois plus tard, nous le retrouvons à Ajaccio, distribuant à ses compatriotes les cocardes tricolores qu'il apporte de France. Mais, de retour à Paris le 6 février 92, et promu capitaine, nous assistons tous deux à l'attaque des Tuileries. Il voit le roi Louis XVI coiffé du bonnet phrygien, et en est bouleversé. Il s'écrie « Che coglione !» Et franchement écœuré de ce qu'il vient de voir, il repart pour la Corse. C'est là-bas qu'il apprit que Louis XVI avait été décapité le 21 janvier dernier, n'est-ce pas? Oui. Il n'en fut pas surpris. Mais quelques mois plus tard, une nouvelle lui parvient combien plus alarmante. Toulon a été livré aux Anglais le 28 août 93. Joseph le lui fait savoir et le supplie de revenir. La semaine suivante, il débarque à Toulon, où son frère l'attend. Que de choses à lui dire. Ses fiançailles à lui, Joseph, avec une jeune fille de Marseille. Mais enfin, ça, c'est secondaire. L'important, c'est Toulon, c'est la ville livrée, abandonnée à l'ennemi. Et c'est un peu sur ses conseils que Bonaparte va être consulté. Mais non, mon général. Ce n'est pas parce qu'il est corse que je vais vous l'adjoindre.
Mais les renseignements qui nous parviennent de Paris nous en parlent comme d'un artilleur particulièrement doué. Chef de bataillon Bonaparte. Salicetti, votre compatriote. Robespierre le jeune. Gasparin. Tous trois représentants du peuple. Général Carto. Général Dutheil. Général Dugommier. Vous n'êtes pas sans savoir dans quelle situation difficile nous nous trouvons. Or, nous avons reçu de Paris des instructions qui vous concernent. Avez-vous une idée, une opinion, vous artilleur? J'ai même un plan. Déjà. Ne tenant compte d'aucune considération, j'estime qu'il faut placer cette nuit même une batterie sur la hauteur de la Garenne. Singulière idée. Je ne la crois pas mauvaise. Ayant pour objectif la prise du fort de Magrave et celle du fort de l'Aiguillette. Oh, jeune homme, vous allez un peu vite en besogne. Il ne m'apparaît pas qu'il y ait du temps à perdre. Il faut qu'avant 6 semaines, j'ai ici plus de 100 canons. Ah, et puis vous me laissez faire. Vous êtes peintre, mon général. Faiture morte. Mais je vous en conjure, laissez-moi travailler. Vous vous êtes déjà battu? Non, pas encore. Mais je sais qu'il n'y a pas de victoire possible sans unité de commandement. Nous vous donnons le commandement. Soyez heureux. Vous aurez vos canons. Et déjà, vous avez notre confiance. Alors où est-il, ce Bonaparte? Petit général, il est là-haut. Tant de volonté froide et tant de précision tenaient du miracle. C'était d'un côté l'égoïsme imbécile d'un homme qui ne veut pas risquer sa position. D'autre part, c'était ceux qui, peut-être, commençaient à comprendre. C'était en face de la jeunesse ardente, la vieillesse sans l'expérience. C'était la vanité en face de l'orgueil. Et c'était la routine en face du génie. Je vous fais général de brigade à titre provisoire. Et dans le même instant, à titre définitif. Tu es heureux? Dame, je viens de naître. Adieu, adieu les Anglais! Vive Bonaparte! Vive Bonaparte! Or, vivait à l'époque aux environs de Marseille une famille aisée dont les 3 principaux personnages étaient la mère et les 2 filles. L'une d'elles, Julie, était donc devenue la femme de Joseph, au destin fabuleux. Et durant quelques jours, le soir, au clair de lune, il lui déclare son amour à sa façon fort cavalière. Vous êtes vierge? Oui. Vous m'avez demandé hier si j'étais vierge encore. Oui. J'ai l'impression de l'être moins. Je dois partir demain. Mais je ne partirai pas sans vous avoir juré de vous aimer éternellement. Je jure de vous aimer éternellement. Et ce serment d'amour devait avoir d'imprévisibles conséquences. Il jeta Désirée dans les bras de Bernadotte et elle devint reine de Suède. Et le voilà dans sa petite chambre, à l'hôtel des patriotes hollandais. Entrez. Le général Bonaparte? C'est moi. C'est la 3e fois que je me présente ici depuis mercredi soir. Sinon, il fallait que cette lettre soit remise en main propre. Signé Barras.
qui l'invitait à se rendre chez lui sans faute au reçu de ce mot. Or, ce soir-là, Barras donnait une de ces soirées fameuses, trop fameuses. Barras va faire des tours. Oui. Qui va-t-il faire apparaître ou disparaître? Chut. Arrêtez-vous tous de parler. Du coup, orchestre, taisez-vous. Car je voudrais qu'on applaudisse, qu'on acclame le vainqueur de Toulon, ce général de 26 ans, qui n'est autre que le général Bonaparte. Faut-il dire Bonaparte ou Bonaparte? Bonaparte. Dame, il faut bien changer un peu lorsque tu changes. Tu reconnais ton frère Lucien? Au point de l'embrasser. Madame Tallien voudrait vous connaître. Et je voudrais vous dire toute mon admiration. Madame Amelin voudrait te faire ses compliments. Il faut lui offrir une taille de cheveux. Et puis Désiré et moi, nous sommes fiancés, nous nous sommes jurés de nous écrire tous les jours. Oui, on met ça, des serments. Yes. Joséphine de Beauharnais, l'une des maîtresses intermittentes de Barras. Présente-moi. Mon frère, le général Napoléon Bonaparte. Où est-il? Il cause avec Madame de Beauharnais. Il va vous en délivrer. Il a le droit d'aller de victoire en victoire. Et vous n'aviez rien à me dire. Vous me le prêtez. Oui, mais... rendez-le-moi. Je vous le promets. C'est le petit chaboté. Je crois qu'il a entendu. Vous venez de vous faire un ennemi? Ou bien peut-être un amoureux. Voilà notre homme. Il est bien jeune. Non, il est jeune. Et à Toulon, précisément, nous l'avons vu à l'œuvre. Et il accepte? Vous ai-je dit que vous étiez promu général en chef de l'armée d'Italie? Non, pas encore. Et je vous en remercie. Est-ce que vous me pourriez me donner Murat? Qui vous voudrez? Je viens de voir Sieyès à l'instant, et il est formel. Nous devons appliquer avec la dernière rigueur les lois édictées contre le royalisme par la Convention. Les insurgés ont l'intention de se réfugier dans certaines églises et ils pensent que pour les attaquer, briser leur élan, Saint-Roch serait l'endroit le meilleur. Alors, Comptez sur moi. Je n'aime pas beaucoup qu'il cause avec Barras. Il est aussi dangereux que Robespierre, celui-là. Oui, l'autre était l'incorruptible. Tandis que Barras, lui, c'est le corrupteur. Permettez-moi de me retirer. je vous le conseille. J'ai l'impression que je fais tâche ici. J'ai plutôt l'impression du contraire. Talleyrand, c'est important? Très. C'est un homme qui donnerait du parfum au fumier. À demain. À demain. Je ne dirai bonsoir qu'à vous. Et vous faites fuir tout le monde? Je voulais que vous soyez seul à me voir vous regarder. Bonsoir. Oh! Mes amis, je vous annonce une grande nouvelle. Le jour est levé. Orchestre, jouez la Monaco.
monsieur le général? Du tout. Et qui dois-je annoncer? Le Chaboté. Bien, mon général. Pourquoi le Chaboté? Parce que vous l'avez dit. Non, je l'ai répété. En tout cas, c'est un nom qui ne vous va plus bien aujourd'hui. Quel est celui qui m'irait bien? Vous n'osez pas? Quand je vous fais peur? Oui, aussi. Bah, disez-moi quand même. Je le peux. Je le veux. Le général Vendémiaire. Je me vengerai. J'en suis sûre. Et vous cherchez comment? Non, j'ai trouvé, déjà. Vous êtes martiniquaise? Oui. Et vous êtes née de la Pagerie? Oui. Vous êtes mariée à 16 ans avec le général de Beauharnais, guillotiné sous la Terreur, et qui vous a fait 2 enfants. Vous les aimez? Je les adore. Est-ce que vous savez qu'hier, après cette tuerie, boucherie si vous voulez, est-ce que vous savez qu'hier, l'ordre a été donné aux habitants de Paris de venir déposer leurs armes ce matin à l'hôtel de ville? On me l'a dit. Est-ce que votre fils est là? Oui. Voulez-vous le prier de venir? Certes. Eugène! Ne soyez pas inquiète. Le général Bonaparte voudrait te dire un mot. Eugène de Beauharnais, je remets entre vos mains l'épée de votre père. Oh, merci. Oh. Merci. Si je vous disais que ce qui s'est passé hier à Saint-Roch, c'est pour vous rapporter cette épée que je l'ai fait, vous me croiriez? Non. Et vous auriez raison. Et si je vous disais que c'est un peu à cause de vous que j'ai fait tout cela, vous me croiriez? Non. Là, vous auriez peut-être tort. J'en avais assez de vous voir sourire avec pitié en me regardant. Je préfère vous faire peur. Une question encore, la dernière. Quel est votre âge? Quoi, si c'est pour vous épouser? J'ai 32 ans. Et moi 26. À la mairie, tu en auras 6 de moins et moi 3 de plus. Et nous finirons bien par nous rencontrer. Ah, Dieu, que tu es jolie, que tu me plais. Que je t'aime. Et le 9 mars, il l'épousait en 5 minutes, s'étant déclarés tous les deux du même âge et lui se prétendant né à Paris, ce qui resta toujours sans explication. 48 heures plus tard, ayant quitté sa femme, ayant quitté la France, il allait vers la gloire qui l'attendait au pont d'Arcole. Batailles gagnées vont bien à la jeunesse, à un beau regard et à une sorte d'épuisement. Je ne vous regarde pas sans émotion, en songeant que vous allez séduire la France avant que de la gouverner. Ne restez pas debout, s'il vous plaît. Et dites-moi, quels sont vos projets immédiats? Je vous écoute. Eh bien, allez-vous-en. Oui. La position que vous occupez à l'heure actuelle est bien plus importante encore que vous ne pensez. Fatalement, elle va donc vous créer des ennemis. Vous ne pouvez pas les abattre encore. Non, le fruit n'est pas mûr, encore qu'il soit pourri déjà. La France est rongée par un ver. Ce ver n'est ni barasse ni sieyès. Il a pour nom la peur. Revenez dans un an. Et donnez-moi votre confiance, puisque vous voyez bien que je vous donne la mienne. Et ne me trahissez pas.
Quoi, vous voulez que je prenne vis-à-vis de vous le même engagement? Oui? Eh bien, je m'engage à ne jamais vous trahir sans vous en avoir avisé la veille. Que dois-je faire? Quitter l'Europe. Tenez, allez donc voir en Égypte, si par hasard les Anglais n'y seraient pas. Et puisque vous haïssez l'Angleterre... Ce n'est pas exact. Et je serais navré si j'apprenais en me levant un beau matin que l'Angleterre n'existe plus. Vous avez tout de même dit un beau matin. Ah! Qu'est-ce que vous venez de dire à l'oreille de Kléber? Ce que Berthier vient de me dire à l'oreille. Je voudrais bien savoir ce que vous avez dit. Il me parlait d'un geste que Junot venait de faire. Je vais vous dire, messieurs, la chose la plus incroyable du monde, vous n'êtes pas courageux. Quel geste a fait Junot? Qu'est-ce qu'a dit Berthier à l'oreille de Murat? Qu'est-ce qu'a dit Murat à l'oreille de Kléber? Que vous trichiez, mon général. Croyez-vous que je sois seul à ne pas me rendre compte? Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire, puisqu'à la fin de la partie, je vous rendrai loyalement tout ce que je vous aurai gagné? C'est indiscret de vous demander pourquoi vous trichez, mon général. Parce que j'ai toujours détesté le hasard. Attaquons-les, Murat! Avez-vous des nouvelles des vôtres? Oui, quelquefois. Je vous envie. On ne vous parle pas de Madame Bonaparte? On m'en dit quelques mots, qui n'ont pas d'intérêt d'ailleurs. Le général Murat! Grand triomphateur de la journée, que je t'embrasse. La bataille a été rude, mais me voilà récompensé. Tu n'as pas ton pareil, Murat, pour le courage. Et tu viens de nous rendre un immense service. Mais non, mais non. C'est vous seulement qui êtes un homme de génie. Vous n'allez pas lui parler des frasques de sa femme? Pourquoi? Comment, pourquoi? Est-ce qu'il se gêne, lui, avec la petite Madame Fourès, qui aime tant s'habiller en homme? Sa belle Ilotte, comme il l'appelle? Oui, ça c'est tout autre chose. Les enfants seront fiers de s'appeler Murat. Tu aimerais, qui te ferait plaisir ou comblerait tes vœux. Ah, ne me dites justement pas ça, mon Dieu. Demande-moi ce que tu veux. Eh bien, je voudrais me marier. Avec Madame Bastide? Oh non, non, celle-là, c'est oublié, fini. Adieu. Non, c'en est une autre, que j'adore. Ah. Et tu vas me charger de demander sa main? Non, de me l'accorder. De te l'accorder, moi? Oui. C'est Mademoiselle Caroline. Quoi? Ma sœur? Oui, et j'en suis fou. Mais, mon ami, mais elle a 16 ans. Oui, il ne m'appelle pas que ce soit un obstacle. Caroline. Madame Murat. Ne venez-vous pas de me dire que mes enfants seraient fiers de s'appeler Murat? Ah, non, non. Ne me dites pas non ce soir. Je ne vous dis pas non. Non, mais vous me dites vous. C'est peut-être un pluriel. Merci. Dis-moi, Junot. Je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Dans les lettres que tu reçois de Paris, comment te parle-t-on de ma femme? Vous m'embarrassez fort. La question se pose pour moi de la façon suivante. Faut-il ou ne faut-il pas lui dire la vérité? Comme tu es maladroit. Parce qu'on t'en dit du mal, tu t'imagines tout de suite que c'est la vérité. Parle. Il paraît qu'elle vous trompe assez ouvertement. Maladroit ou non, j'estime que mon devoir est de vous en informer. Car je ne puis admettre que la femme d'un aussi grand homme que vous le rende ridicule. Bourienne? Si tout Paris n'en parlait pas, je ne me serais pas permis d'en faire l'écho. Est-ce qu'on cite un nom? Je n'en cite qu'un seul. C'est ce qui me semble grave. Barras encore?
Non, c'est fini, Barras. Alors qui? Hippolyte Charles. Ce petit blondin que j'ai chassé de l'armée d'Italie? Mais voyons, c'est impossible. Il habite à la Malmaison. Je suis fort mécontent de vous, Bourrienne. Si vous m'étiez attaché, vous m'auriez informé de ce que je viens d'apprendre par Junot. Voilà un véritable ami. Permettez-moi d'avoir une opinion contraire. À 1200 lieues de Paris, ce n'était pas urgent. Je n'ai nul besoin d'être auprès d'elle pour prendre une décision qui me concerne seule. Je divorce aujourd'hui, et vous en êtes les témoins. Et ma décision me brouille avec vous deux. Avec toi pour m'avoir informé. Avec vous, Bourrienne, pour ne l'avoir pas fait. Et le 22 août, il s'embarquait, n'emmenant pas Madame Fourès et laissant là-bas son armée. Et à Fréjus, nous débarquions le 9 octobre. Or là, figurez-vous qu'il en a pris de belles. Ces gens ne lui parlaient pas de la campagne d'Égypte. Pas plus qu'on ne lui demandait d'aller en Italie pour gagner des batailles. Non, ce qui comptait pour eux et leur semblait urgent, c'était de renverser le directoire et de sauver la France. Maman, Oh, figlio mio adorato. ma femme n'est pas là? Elle est partie au-devant de toi, mais par la mauvaise route. Mais tu vas avoir une surprise agréable. Viens. Ecco il nostro eroe. Buongiorno. Siamo molto felici di vederti. Faut que nous parlions ça la seule. Un instant, un instant. Sediamoci. Mais pourquoi Joséphine est-elle partie ainsi? Parce que le bruit de ton retour s'est répandu très vite dans Paris. Tu dois bien le penser. Et sans doute a-t-elle désiré te rencontrer avant que tu ne nous aies vus. Elle est en droit de supposer que tu n'ignores pas les calomnies dont elle était l'objet dans ton absence. Non dimenticare che è la donna più invidiata di Francia. Non seulement la plus enviée, mais sa légèreté naturelle, les imprudences qu'elle commet, son passé même. Et son âge, et les dettes folles qu'elle a contractées en ton absence. Tout ça lui est reproché. Troppo severamente, forse. Tutta la Francia si duole che tu non abbia fatto un matrimonio migliore, mio caro. On n'admet pas que la femme du général Bonaparte s'affiche effrontément avec un Godluro. No, non è ammesso che ridicolizzi così un eroe nazionale. Disons la chose plus crûment, on n'admet pas que tu l'admettes. Mais qui vous dit que je l'admets? Je n'admets rien. Et je ne suis ni plus naïf ni plus faible qu'un autre. Mais ce que je n'aime pas beaucoup, c'est votre acharnement à son égard. Vous ne l'avez jamais aimée, jamais. Et sans doute me serais-je moins attaché à elle si vous l'aviez estimée davantage au début de notre liaison. J'aime qu'une famille soit unie. Je n'aime pas qu'elle soit liguée. Bonsoir. Toutes les affaires de madame qui sont ici, ses robes, ses manteaux, ses souliers, ses chapeaux et son linge, tout cela, mettez-le dans des valises ou bien dans des malles, déposez-les chez le portier et qu'il ait pour consigne de ne pas laisser entrer madame Bonaparte si celle-ci avait l'inconscience ou l'audace de se présenter à la porte. Non, rien, plus un seul mot, c'est inutile. Allez. Plutôt que de la revoir, j'aimerais mieux m'arracher le cœur et le jeter au feu. Ai-je raison? Non. Non? Non. C'est elle? Oui. Vous n'iriez tout de même pas jusqu'à me conseiller d'être indulgent à son égard? Je ne me le permettrai pas. Mais qu'à l'heure actuelle, vous puissiez consacrer ne fût-ce qu'une minute à des problèmes conjugaux, j'ai de la peine à le comprendre.
supplie de me laisser entrer une minute. Et tu vas tout comprendre. Je t'en supplie, ouvre-moi. À quel chiffre s'élèvent les dettes que vous avez contractées en mon absence? Répondez. Peut-être 1 million. Monsieur de Bourrienne. Bonjour, Bourrienne. Je vous salue, mon général. Eh oui, Bourrienne, c'est ainsi. Bonjour, monsieur de Bourrienne. Je vous salue, madame. Aux nouvelles. Il n'est question dans Paris que de votre retour, mon général. Et le peuple s'attend à une révolution. Eh bien, il ne faut pas le décevoir. Mais il est important que le spectacle lui en soit épargné, afin que, placé devant le fait accompli, son rôle se limite à des acclamations. Roustan, ma robe de chambre et mes babouches. Oui, mon général. Mon intention est de ne pas mettre les pieds hors de chez moi, d'accepter aucune invitation, aucun souper, rien. Et de ne paraître à aucune représentation théâtrale, jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde sait maintenant que vous êtes rentré. Eh bien, que tout le monde vienne. Mais je veux qu'il soit dit que je n'aurais pas fait un pas vers eux. Non, donnez-moi simplement du thé. Je sais ce que je veux. Ils ne le savent pas et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et comment le savez-vous? Parce que je les connais. Donc, ma tactique est la suivante. Les obliger à m'imposer ce que j'ai décidé de faire. Non. Ce n'est pas à moi de me déranger. S'ils désirent me consulter, qu'ils prennent donc la peine de venir jusqu'ici. Je ne veux pas courir le risque d'un affront. Barras, mon ami, vous ne simplifiez pas les choses en ce moment. Je démissionnerai plutôt que de me rendre chez lui. L'idée n'est pas mauvaise. Lui avez-vous rendu visite, vous, Fouché? Et est-ce que M. Talleyrand va se déranger? Sûrement pas. Monsieur de Talleyrand et monsieur le président CIS demandent à voir mon général. Fallait entrer toi-même au salon. Vous voyez que j'avais raison. Le défilé commence. Merci. Allons. À tout à l'heure, chérie. Ah, l'Égypte a servi. Je peux vous dire enfin, général, ma très sincère et ma très vive admiration. Vous vous êtes couvert de gloire en Italie et en Égypte. Par ma voix, la France vous en exprime sa profonde gratitude. Venant de vous, monsieur le président du directoire, ces mots me vont droit au cœur. Ouais, et bien maintenant, soyons sérieux. Asseyons-nous. Le directoire est à la mort. Et comme il ne faut jamais rien regretter, disons tant mieux et agissons. Messieurs Goyer et Roger Ducos sont là, mon général. Ceux-là vous sont acquis. Oui, mais ça, leur opposition n'aurait pas plus de sens ni de valeur du reste. Priez de venir. Oui, lentement. Messieurs, nous n'avons plus une seconde à perdre. Et dès aujourd'hui, nous devons remettre entre les mains de Bonaparte le sort de la République. Qu'il n'en fasse qu'une bouchée. Or, il faut pour cela qu'il y ait un grand jour. Et nous devons en fixer dès à présent la date. Général, que pensez-vous d'après-demain? 9 novembre. 18 Brumaire. Alors je conseillerais que, en vertu de l'article 102, soit décrétée la translation du corps législatif à Saint-Cloud. Et la nomination du général Bonaparte comme commandant en chef des troupes de la division de Paris. Et de la garde nationale. Et de la garde nationale. Monsieur Fouché demande être reçu par mon général. Qu'il entre. J'allais le dire.
Pardon. Mais ayant décidé de vous ouvrir toutes les portes, même la vôtre. Je quitte à l'instant Barras, avec une phrase de lui qui m'est restée dans l'oreille. J'écoute. Je démissionnerai plutôt que de faire telle ou telle chose. Il se sent malade, usé, dépopularisé, prêt enfin à rentrer dans la classe priée. Quelle est votre opinion, monsieur de Talleyrand? Je suis même pas certain qu'il pense le contraire. Tiens. Oui. Je vais inviter 30 personnes à déjeuner. Et personne n'est venu. Eh bien, mais voilà qui me dispense de tout commentaire. Quelle est la situation, Barras? Et votre conduite vous est clairement dictée par l'absence de Sieyès, de Roger Ducos, de Bernadotte lui-même, de Moulin, de Goyer. Démissionner, Barras. Non. Donnez-moi du champagne. Oui. De quoi écrire? Ça, c'est sûrement la réponse du directoire. Présentez armes. Soldats, le Conseil des Anciens me remet le commandement de la ville et de l'armée. Vous avez espéré que mon retour mettrait un terme à tant de maux. Je remplirai les obligations que m'impose votre confiance. La liberté, la victoire et la paix. Replacerons la République française au rang qu'elle occupait en Europe et que l'inertie et la trahison seules ont pu lui faire perdre. Général Lefebvre. Restez-vous à mes côtés ou retournez-vous au directoire? Demandez-moi plutôt si je reste à ma place. À Saint-Cloud! Citoyens, ne m'obligez pas à lever la séance, car je repousse toute discussion relative à la nomination du général Bonaparte au commandement des armées de l'intérieur, que je vous prie de considérer comme un fait accompli. Messieurs, le directoire a cessé d'être. Et voici les termes de la lettre de démission du citoyen Barras. Citoyen président, engagé dans les affaires publiques uniquement par la passion de la liberté, je n'ai consenti à partager la première magistrature de l'État. Le sanctuaire des lois est violé! Oui. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante? Je vous ai laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre. Cette chose ne peut pas durer. Laisse-moi parler! En 3 ans, il nous mènerait au despotisme. Mais nous voulons la République. La République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté publique, de la tolérance politique. Général, nous applaudissons à ce que vous dites, mais jurez avec nous obéissance à la Constitution de l'an 3, qui seule peut maintenir la République. La Constitution! Vous l'avez violée le 18 Fructidor. Vous l'avez violée le 22 Florial. Vous l'avez violée le 30 Prairial. Suivez-moi. Allez, allez, foutez-moi tout le monde là-dedans.
alors qu'en 5 minutes, nous avons improvisé une espèce de parlement à la fois savoureuse et cocasse. Article 1er. Le directoire est aboli. Article 2. La constituante n'est plus. Mais la Constitution demeure. Article 3e. Si nous pouvions l'entraîner ce soir à la représentation du nouvel opéra de Méhul. Il me disait hier encore qu'il ne vous laisse montrer nulle part. Oui, mais maintenant, tout est changé. Article 3e. En conséquence, un consulat est institué, composé de 3 membres. Monsieur l'abbé Sieyès. Le citoyen Roger Ducos et le général Bonaparte. Messieurs les consuls seront présidents à tour de rôle. Par ordre alphabétique. Français, prêtez avec nous le serment que nous faisons d'être fidèles à la République une et indivisible, fondée sur la liberté. Ils font redire à l'écho du rivage le printemps fuit. Hâtons-nous d'être heureux. Femme sensible, la victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui de nous pas, tire grand des au cercueil. Allez-y et n'hésitez pas. Un instant. Constant, priez monsieur de Bourrienne de bien vouloir venir. Je décachette une lettre qui me paraît de nature à vous surprendre, mon général. Elle vous est adressée par le roi Louis XVIII. Lisez-la moi. Quelle que soit leur conduite apparente, des hommes tels que vous, monsieur, n'inspirent jamais d'inquiétude. Mieux que personne, vous savez ce qu'il faut de force et de puissance pour faire le bonheur d'une grande nation. Sauvez la France, vous aurez rempli le premier vœu de mon cœur. Rendez-lui son roi et les générations futures béniront votre mémoire. Général, l'Europe vous observe, la gloire vous attend, et je suis impatient de rendre la paix à mon peuple. Louis XVIII. C'est à ne pas croire, en effet. Écrivez, car je ne peux cependant pas laisser sa lettre sans réponse. J'ai reçu, monsieur, votre lettre. Je vous remercie des choses honnêtes que vous me dites. Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. Encore un coup de peigne, et c'était un autre homme. Et la transformation qui s'était opérée fut totale d'un jour à l'autre. Et elle était voulue car son comportement fut extraordinaire à dater de ce jour. Il traversa d'abord une longue période de silence, et comme c'était un homme à qui l'on ne pouvait pas se permettre de demander à quoi pensez-vous, il pouvait s'abstenir de toute confidence. Mais ce que Joséphine, ce que personne ne comprenait, c'est qu'il ait adopté l'uniforme de colonel, lui qui était général et d'autre part premier consul. Aucune explication n'en fut donnée jamais. Il travaillait par jour de 15 à 18 heures. Non, personne. Intelligence fabuleuse, il voyait tout, comprenait tout, devinait tout.
Il a pu dire un jour ces mots qui le dépeignent, à mon avis, d'une manière saisissante. Jordan, je sais bien que ces distinctions sont des hochets, mais c'est avec des hochets que l'on mène les hommes, civils ou militaires. Il sut se rendre indispensable par la suite. Puisque nous avons encore 5 minutes, ne restons pas là sans rien faire. Je dicte. À Sa Majesté le Tsar, empereur de toute la Russie. Sire, je porte à la connaissance de votre Majesté la délégation du Sénat. Un instant. Mon épée. Un instant. Monsieur le Premier Consul, voici les termes de la décision prise par le Sénat. Article 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français. C'est avec une profonde émotion que je remets cet acte entre les mains de votre Majesté, proclamant à l'instant même, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, empereur des Français. Tout ce qui peut contribuer au bien de la patrie est essentiellement lié à mon bonheur. J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation. Et je soumets à la sanction du peuple les termes de la déclaration que vous venez de me faire. Quels sont ceux qui ont voté contre cette décision? Un seul, sire. Lazare Carnot. C'est une exception de choix. Ah, sire. Brienne. J'y pensais. Mais reprenons ma lettre au tsar. Comment commence-t-elle? Je porte à la connaissance de votre Majesté... Non, je vais le recommencer. Écrivez. Monsieur mon frère, je porte à votre connaissance... Ayant rétabli la dignité de maréchal de France, il en créa 18 dans la même journée. Augereau, Masséna, Kellermann, Lefebvre, Ney, Murat, Bernadotte, Lannes, Mortier, Davout. À la croix de Saint-Hérem, un carrosse soudain débouche. Or, il était convenu que la rencontre aurait lieu là. Et pour qu'elle soit considérée comme un miracle, le souverain pontife et l'empereur des Français auraient à simuler une grande surprise. Ils n'ont pas manqué de le faire. Commediante. Puis l'empereur a désigné à sa sainteté Pie VII l'aile de Fontainebleau où pendant 2 années, il aurait soin de lui. Tragédiante. Le 2 décembre, enfin, eut lieu le sacre immortalisé par David.
renonça vite à sa première idée d'attaquer l'Angleterre et ce fut vers l'Autriche qu'il tourna ses canons. D'un geste ayant rendu son chapeau immortel, Napoléon quitta Paris vers 6 heures du matin le 24 septembre 1805. Et nous allons maintenant essayer de le suivre. Vainqueur à Donauwert, il engage lui-même à présent le combat. Murat se couvre encore de gloire à Wertingen. Puis, aussitôt après l'éclatante victoire du maréchal Ney, l'empereur fait canonner la ville d'Ulm. Et il envoie le général de Ségur au général en chef des armées autrichiennes pour lui demander de bien vouloir capituler. De 19 à 8 heures, celui-ci capitule. Et dès le lendemain, en présence de Ney, 33 000 prisonniers défilent en déposant leurs armes aux pieds de l'empereur, lui remettant 40 drapeaux et 60 canons. Cette nouvelle victoire encourageait Napoléon à poursuivre la guerre. Nous engageons une bataille dont dépend l'avenir. Je confie le commandement de l'aile gauche au maréchal Lannes, de l'aile droite au maréchal Soult, du centre au maréchal Bernadotte, et la cavalerie tout entière à monsieur le prince Murat. Murat, je te prie de te taire. La division du général Suchet se trouvera à la droite du maréchal Lannes. Enfin, la cavalerie de Murat aura devant elle les hussards de Kellermann. Le soleil est des nôtres. Engagez la bataille et revenez vainqueurs. Je vous salue, messieurs. Vive l'Angleterre!
Bonsoir, je vous en prie. Les choses que j'ai à vous dire sont d'une extrême gravité. L'idée d'abord m'était venue d'en parler à chacun de vous séparément, mais ne pouvant pas ignorer les dissentiments qui existent chez la plupart d'entre vous, j'ai résolu de vous réunir et de vous mettre au courant des décisions qui vous concernent et que j'ai prises. Nul ne peut se flatter d'avoir autant que moi le sens de la famille. Vous allez en avoir des preuves immédiates. Joseph. Joseph, tu es l'aîné de nous tous, c'est donc à toi d'abord que je m'adresserai. À mon accession au trône, je t'ai fait premier prince du sang. Je te fais aujourd'hui roi de Naples. Lucien, je t'ai fait prince de Canino. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, ce que tu as été pour moi le 18 Brumaire. Mais tu as malheureusement contracté un mariage qui me prive du bonheur de placer sur ta tête la couronne d'Espagne. Mais je ne demande rien. Non, en effet, tu ne demandes rien. Mais ce qui importe avant tout est d'assurer à l'Empire une descendance valable. Or, d'une part, Joseph n'ayant pas d'enfant mâle, ma succession de droit revient à tes enfants. Puisque Corvisart m'assure que je ne puis pas en avoir. Alors que moi, je suis certain que c'est Joséphine qui n'en peut plus donner. Cependant, si j'hésite encore à divorcer, c'en est la cause. Luciano, je te le demande pour la dernière fois. Divorce. Épouse la fille d'un monarque et conserve ta femme pour maîtresse. Proposition déshonorante pour elle et mes enfants. Je la repousse. Je te ferai remettre demain tes passeports pour les États-Unis. Bien, sire. Louis, je te fais roi de Hollande. J'en remercie profondément votre majesté. Jérôme, puisque tu as consenti à rompre ton mariage avec Miss Patterson, et puisque tu épouses la grande-duchesse de Württemberg, aussitôt le mariage conclu, tu seras roi de Westphalie. Sensible à l'honneur qu'elle veut bien me faire, je remercie profondément votre majesté. Eppure fino ad oggi è sempre stato il preferito dell'imperatore. Sì, ma se pensi che Jérôme rinunzi alla sua americana malgrado l'offerta di un trono, ti sbagli. Siete tre chiacchieroni, vi prego di tacere. À vous entendre ma parole, on croirait que je vous ai frustré de l'héritage du roi notre père. Allora, ditemi buonasera e andate a litigare altrove. Sì, vedi. Forza. Più tardi. Et quant à vous, messieurs mes frères, donnez l'exemple de la dignité. Abstenez-vous de ces plaisirs frivoles qui sont dégradants pour le cœur et nuisibles à l'État. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon. Bonsoir, sire. C'est pas que je sois troublée, remarquez bien, mais... Ah non? Non, c'est pas du tout. Mais ce qui me fait quelque chose, c'est votre ressemblance. Avec qui? Avec vous? Ah, c'est incroyable à quel point vous êtes ressemblant. Dame, il est vrai qu'on voit votre portrait partout. Il n'y a peut-être personne qui soit plus connu que vous. Quel est votre nom? Éléonore. Mais je peux en changer si vous le désirez. Éléonore tout court? Non, Denuel. Et ce n'est pas encore fini. Denuel de la Plaigne. Il paraît que je suis la fille de l'auteur de Faublas. Mais ça, comment savoir? Mariée? Nous divorçons. Vous le voyez encore? Tous les mois, 5 minutes. Mais c'est le règlement dans les prisons. Ah, il est... Oui, emprisonné. C'est une canaille. Lui, il aime mieux qu'on lise Fripon, mais c'est quand même une canaille. Je peux m'asseoir là? À ma place? Non, sur vos genoux. Est-ce que vous me trouvez jolie? Très jolie. Alors? Parce qu'on m'a dit que vous êtes toujours pressé. Surtout ne changez pas vos habitudes pour moi. Ce serait drôle que le monsieur qui passe sa vie à donner des ordres s'amuse à en recevoir d'un petit bout de femme comme moi. Embrasse-moi dans le cou. Dégrafez-moi ma robe. Oh, il le fait. Oh, ce qui peut être gentil.
Les enfants, on n'est pas là pour s'amuser. L'empereur ayant frappé la Prusse d'une contribution de guerre de 159 millions de francs, le prince de Hatzfeld lui remet symboliquement les clés de la ville. Le 20 décembre, l'empereur est au château de Pultusk. Qu'y a-t-il, mon ami? Vous semblez rayonnant. Je le suis à juste titre, sire. Un message verbal qui vous vient de Paris va vous causer une très grande joie. Le 13 décembre, mademoiselle Éléonore Denuel, que vous avez reçue à Paris. Je m'en souviens fort bien. A mis au monde un enfant du sexe masculin qui vous ressemble merveilleusement, dit-elle. Et elle vous prie de bien vouloir lui donner un nom vous-même. Elle veut savoir aussi comment le déclarer. Si vous ne me voyez pas bondir de joie du roc, c'est parce que la nouvelle est plus grave que douce et qu'elle peut avoir des conséquences incalculables. En admettant bien sûr que la chose soit vraie. Vous en doutez, sire? Comment n'en pas douter? Quand ma mère aura vu l'enfant, je vous dirai alors ce qu'il faudra. Mais voilà que le tsar s'en mêle et met la main sur la Pologne, sous le prétexte faux d'ailleurs de la défendre. Польша должна принадлежать нам. Конечно, Ваше Величество. Вообще Польша больше не существует. Так точно, Ваше Величество. Sur mes conseils, l'empereur jure de protéger cette pauvre Pologne. Il m'en nomme le gouverneur. Vous vous retrouvez à Varsovie le 2 janvier et devant cette nomination... Je m'incline. Vous êtes en retard, madame. Portez une couronne de laurier. Vous n'avez aucun bijou et votre robe est blanche. Et cependant, vous savez bien, n'est-ce pas, que l'empereur Napoléon aime que les femmes soient en rose et plus décolletées que vous n'êtes. Prince, le gouvernement provisoire de mon pays m'a fait demander de me tenir à la disposition de l'empereur Napoléon. Je pense avoir revêtu la robe qui convient à un holocauste. Madame la comtesse Valeskaia. Comment? Voilà une femme à qui je n'ai pas caché le vif sentiment qu'elle m'inspire. Et dont depuis 8 jours, chaque soir, j'attends la visite. Vainement. Voilà une femme qui a reçu de moi des lettres enflammées, à qui j'ai fait porter des fleurs, à qui j'ai fait remettre d'admirables bijoux. Et qui me les a renvoyés. Eh bien, sire. Vous voyez que je ne vous mentais pas lorsque je vous vantais la noblesse de ce petit pays. Et pourtant, je vous conseille de ne plus m'en parler. Je me suis engagé un jour sur l'honneur à ne jamais vous mentir sans vous en avoir avisé la veille. Or, si la Pologne, par vos soins, ne retrouvait pas son indépendance... Qu'arriverait-il? Eh bien, parlez! Ce serait le commencement de la fin. Madame la comtesse Valeskaia. Et vous voyez, ma robe est rose. Que s'est-il donc passé? Au premier rendez-vous que vous m'avez donné, Où tu n'es pas venu? je serais venue pour mon pays. Et cela me déplaisait que ce soit un marché. Au second, dans mon cœur, il y avait mon pays et vous. Au troisième? Vous et mon pays. Et ce soir?
Je ne suis venue que pour vous seul. De conquête en conquête, le mois suivant, l'empereur est vainqueur à Eylau. Et le 25, sur un radeau qui se trouve placé à égale distance des rives du Niémen, l'empereur reçoit le tsar de toutes les Russies pour lequel il affecte une prédilection singulière. On reste un peu surpris, mais édifié d'ailleurs de ces liens fraternels qui se resserrent entre monarques à l'issue des combats meurtriers qu'ils se livrent. Sa décision de divorcer est prise, elle est formelle, et il s'était juré d'en informer l'impératrice à l'heure de son départ. Mais il y a des regards de femmes qui vous serrent le cœur, surtout lorsque ces femmes, très au courant de tout, ne veulent pas qu'on leur en dise davantage. Prince, n'avez-vous pas oublié de nous dire qu'en Espagne... Non, non, madame, non, 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 non. Non, non, je n'ai rien oublié, non, non. Non, mais laissez-moi vous raconter l'empereur à ma façon, en négligeant ce soir tout ce que le temps ne manquera pas d'éliminer par la suite. Mais, pourtant, Trafalgar... Ah oui. Que l'Angleterre s'en souvienne, mais pas nous. Dès lors, les événements vont se précipiter. Il indique à chacun les buts qu'il faut atteindre. Il conseille Oudinot, il parle à MacDonald, il revoit Masséna blessé la veille et qui passe la revue de ses hommes en calèche. 6 juillet 1809, Wagram. Lorsque la nuit fut venue, la grande armée se reposa. Pour qu'il ne prît pas froid, ces soldats qu'il aimait avaient dressé autour de lui une pyramide de tambours. Protégé par ceux-ci et gardé par ceux-là, Napoléon dormait avec sa grande armée. Il faudra bien que la guerre finisse un beau matin. Quand finira la guerre, je reverrai ma mère si le bon Dieu le veut bien. Quand finira la guerre, moi qui n'ai plus ma mère, j'enverrai peut-être aussi ma mère, pour peu que Dieu le Père m'envoie au paradis. Quand il n'y aura plus de guerre, lorsque les Autrichiens, les Russes et les Prussiens seront couchés sous la terre avec les Parisiens, il faudra
faudra pourtant bien que les civils enfin se mettent en militaire et se déclarent la guerre pour se distraire un brin. Il faudra bien que la guerre finisse un beau matin, un beau matin. Il ne faut pas que mon impérial époux s'imagine que je suis dans l'ignorance de ces innombrables et constantes infidélités. Je reçois même assez de femmes pour en être informée sur l'heure. Ainsi, j'ai su votre aventure interminable avec Madame du Châtel. Votre liaison fort scandaleuse au Caire avec Madame Fourès, qui s'habillait souvent en homme. Et j'ignorais votre aventure avec la Grassini, cette chanteuse italienne. Vous parlerai-je encore de ma très grande amie Carlotta Brantano? Mais parlons plutôt de la comtesse Walewska. Soit. Gardons-la pour la bonne bouche. Divorce. 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 Sa Majesté l'impératrice. Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique, et du haut de ce trône, je n'ai reçu que des témoignages d'affection et d'amour du peuple français. Je crois reconnaître tous ces sentiments en consentant à la dissolution d'un mariage qui, désormais, est un obstacle au bien de la France. Et la dissolution. Si nous parlions de l'avenir immédiat. Passez par les divorces. Oui, parlons mariage. Eh bien, messieurs, j'hésite. Entre plusieurs princesses. Ministre des Affaires extérieures, on se tourne vers vous. Eh bien, sire, n'hésitez pas. Je sais votre penchant pour la jeune sœur du tsar, mais une alliance avec Moscou ne peut que contrarier l'Allemagne, l'Autriche et l'Angleterre. Alors, l'Autriche. Comment est-elle? L'Autriche. Marie-Louise. Charmante. Délicieuse. Fine. Ravissante. Je le garde. Acceptez-le plutôt. Si je devais me décider pour Marie-Louise, c'est vous, Berthier,
que j'enverrai à Vienne en qualité d'ambassadeur. Mariage. C'est véritablement un homme de génie. Croyez-vous que Sa Majesté va lui demander de jouer autre chose? Oui, je sais. Quoi? Ah, vous savez. Schon wieder. Was ist geschehen? Schon wieder dieses Bild, das ich bereits 3-mal weggelegt habe, um es tatsächlich jetzt noch einmal hier zu finden. Ich möchte jetzt wirklich wissen, wer es so absichtlich und auffällig hingelegt hat, dass man es unmöglich übersehen kann. Fürst, es ist mir äußerst peinlich, einen Mann wie Sie verdächtigen zu müssen. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich bin sicher, dass Fürst Metternich sich diesen Scherz erlaubt hat, wobei ich hoffen will, dass es kein Scherz ist. Wer ist das? Der, bitte. Oh, Napoleon. Es herrscht hier in Schönbrunn eine Art von Toleranz, die ich nicht billigen werde. Man scheint hier völlig zu vergessen, dass meine geliebte Tante, Marie Antoinette, von den Freunden dieses Ungeheuers guillotiniert wurde. Mais alors, elle est au courant de rien? Ob Sie jetzt Deutsch verstehen oder nicht, Mais j'ai tout compris. das habe ich mir gedacht. Sie können sich daher vorstellen, mit welcher Delikatesse und Vorsicht seine Majestäten dich vorgehen müssen. Soyons plus que jamais diplomates. Bitte. Bitte. Ist das nicht die Symphonie Eroica, die Herr von Beethoven da spielt? Ja. Qu'est-ce qu'elle vient de demander à Monsieur de Nipper? Ob das Stück, das Beethoven soeben spielt, die Heroik heißt. La symphonie héroïque? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Oh, c'est vrai. Also das geht dann noch zu weit. Nein, nein, nein. Der Brief war schon eine Zumutung. Aber dass sich nunmehr jemand erlaubt hat, ich bin sicher, dass es nicht der Kaiser war, dass jemand die Rücksichtslosigkeit, ja, lachen Sie nur, Herr von Metternich, dass jemand die Rücksichtslosigkeit gehabt hat, Herr van Beethoven zu bitten, die Symphonie zu spielen, welche die Niederlagen Österreichs auf äußerste verherrlicht, die Niederlagen, die uns dieser Mörder, dieser Dieb, ich kann das nicht länger dulden, noch nicht länger tragen. Oh, verehrter Vater, ihr wisst, wie sehr ich euch achte und liebe, aber es ist ganz zwecklos, mir zu bedeuten, dass ich schweigen soll. Keine Macht der Welt wird meinen Hass zum Schweigen bringen gegen den Mann, der seine Frau achtlos verstoßen hat. Grundlos, herzlos. Er wird Dienstag offiziell unter eine Hand anhalten, mein Kind. Napoleon? Ja. Oh. Qu'est-ce qu'il vient de lui dire? Mariage. Napoléon. Qu'attend-il? La naissance du roi de Rome, car il lui a déjà donné ce nom prestigieux. Et qu'on ne vienne surtout pas lui dire que ce sera peut-être une fille. Eh bien,
Sire, l'enfant se présente mal. Qu'allez-vous faire? Il nous faut épargner l'un ou l'autre. Épargner la mère, c'est son droit absolu. Mais ne perdez surtout pas la tête. Qu'elle soit traitée comme une boutiquière de la rue Saint-Denis. Oubliez, je vous prie, qu'elle est l'impératrice. Corvisart. Merci. Et cependant, tout se passa normalement. Un fils. Je suis l'homme le plus heureux qu'il y ait au monde. Merci. En somme, il n'attendait que cela pour repartir en guerre. Monsieur le général Polincourt. Qu'il entre. Et le 7 septembre 1812, il remporte l'éclatante victoire de la Moskova. Je ne trouve plus de mots qui me semblent assez grands, assez justes, assez nobles pour qualifier ce soir votre courage à tous. J'en ai cherché pendant des heures et je n'ai trouvé que des noms de villages. Eckmühl, Essling, Wagram, Danzig. Je désire vous les offrir. Masséna, je te fais prince d'Essling. Lefebvre, duc de Danzig. Berthier, prince de Wagram. Kellermann, duc de Valmy. MacDonald, duc de Tarente. Davout, prince d'Eckmühl. Duroc, duc de Fribourg. Marmont, duc de Raguse. Murat, tu es roi de Naples et je ne puis ce soir que te le confirmer. Et quant à toi, maréchal Ney, triomphateur de la journée et déjà duc d'Erkingen, je te fais prince de la Moskova. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Si quelqu'un demandait un jour comment va le prince d'Essling, on répondrait que Masséna se porte bien. L'empereur est servi. Passez. Non. Si. À Moscou l'attendait la plus grande, la plus impressionnante surprise qu'un tel guerrier pouvait avoir. La ville était vidée de tous ses habitants. Toutes les fenêtres, toutes les portes étaient ouvertes. Il n'allait pas pouvoir se battre. Et la victoire qu'il remportait allait s'avérer désastreuse. Parvenu au Kremlin, en entrant chez le tsar, il n'en crut pas ses yeux. Le spectacle le plus terrifiant qui soit lui était offert. Moscou flambait. Ainsi donc, le tsar faisait le sacrifice de sa ville essentielle pour que Napoléon ne puisse jamais dire qu'il l'avait possédée. Puis ce fut la retraite. Horrible, inracontable, gigantesque.
J'ai désiré vous voir. Vous voir ensemble tous les deux. Fouché, vous êtes un traître, un bandit, un voleur. Et vous avez trop vite oublié que vous avez voté la mort du roi Louis XVI. Je ne l'ai jamais oublié, sire, car c'est le premier service qu'il m'a été donné de rendre à votre majesté. Retirez-vous, monsieur. Vous n'êtes plus mon ministre. Et je devrais vous faire pendre. Je ne partage pas cette opinion. Quant à vous, monsieur de Talleyrand, qui avez conspiré contre moi... Sire, je n'ai jamais conspiré qu'aux époques où j'avais la majorité de la France pour complice et où je cherchais avec elle le salut de la patrie. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de conspirateur dangereux contre vous que vous-même. Vous êtes un voleur et un lâche, un homme sans foi. C'est très exagéré. Et tout ce qui est exagéré est insignifiant. Vous ne croyez pas en Dieu. Pour vous, rien n'est sacré. Vous vendriez votre père. Tenez, vous êtes de la merde dans un bas de soie. Oh. Oui, mesdames. Il est bien dommage qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé. Mais déjà, le voilà reparti pour la guerre. Or, en dépit du lien de parenté qui l'unit à François II, l'Autriche a déclaré la guerre à l'empereur, s'alliant avec la Russie et la Prusse. Il est vainqueur encore à Dresde et cependant, il sent passer sur lui le vent de la défaite. Et c'est à Fontainebleau que nous le retrouvons. Et c'est là que lui-même il retrouve ses hommes en un état bien lamentable, hélas, découragé. Et pourtant, il se fait encore des illusions. Il faut que Ney, Marmont, MacDonald et Berthier soient ici dans 1 heure. Et nous nous battrons s'il le faut dans Paris. Mais sire, ne craignez-vous pas d'en faire un autre Moscou? Mais mon ami, je suis bien obligé de prendre l'ennemi là où la Providence me le livre. Laissez-moi faire. Sire, est-ce que vous savez ce qui se passe à Paris? Non. Le gouvernement provisoire vient de faire proclamer votre déchéance. Ma déchéance. Seul le peuple a ce droit. Et quant aux alliés, je vais les écraser sous Paris. Non, sire. La situation est sans espoir. Une seule solution est envisagée, sire. L'abdication. Les soldats pensent différemment, messieurs. Ils ne songent qu'à se battre et à donner leur vie pour moi et pour la France. Et pour ils n'ont pas, eux, des grades et des dotations à sauver. Il faut les suivre, messieurs les maréchaux, puisque vous n'osez pas leur montrer le chemin. Sire, l'armée ne marchera pas sur Paris. L'armée m'obéira! Je n'ai qu'un mot à dire pour qu'elle me suive, où je voudrais. Retirez-vous, messieurs. La patrie est en danger. Et ils veulent la priver du meilleur soldat qu'elle est. Pitoyable alors il l'était. Mais il semblait y consentir, et c'est cela surtout qui était pitoyable.
aura donc fallu 2 heures pour comprendre. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe. L'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire en intérêt de la France. Sire, jamais vous n'avez été plus grand. L'empereur! Officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai constamment trouvé sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Je pars. Ne plaignez pas mon sort. Si j'ai consenti à me survivre, c'est pour pouvoir encore servir à votre gloire. Adieu. Je voudrais vous presser tous sur mon cœur. Que j'embrasse au moins votre général. Et votre drapeau. Ces adieux furent déchirants, et d'autant plus qu'ils contrastaient avec le retour du roi Louis XVIII, podagre et souriant, qui récupérait son royaume. Mais d'autre part, c'était une idée saugrenue, j'en conviens, que d'offrir à l'empereur la souveraineté de l'île d'Elbe. Mais il est une chose encore plus inouïe, plus extraordinaire, c'est à quel point Napoléon supporta bien cette existence qu'il a menée pendant 1 an. Sur cette île, 40 fois plus petite que le département de la Côte d'Or, or le destin voulut qu'un jour il eut une surprise. Il apprit qu'une dame et un petit garçon venaient de débarquer à Porto Ferraggio. La dame n'était autre que Marie Walewska, et cet enfant, précisément, était leur fils. Marie, quelle joie. Et quelle surprise aussi. Mon adorable ami. Votre impatience. Ah, très bonne. Et la vôtre. Excellente. À ce point? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle vient le chercher. Et vous admettriez? Il n'est jamais admis qu'il se sortirait après une défaite. Jamais. Rarissimes sont ceux qu'on aime assez pour qu'on puisse garder le silence avec eux. Est-ce que je puis rompre ce silence 1 minute, cependant? Je t'en prie. Je pense que vous devez être avisé, sire, de ce qui se passe à Paris.
Vous savez, n'est-ce pas, qu'on vous attend là-bas, qu'on vous espère, et que le pauvre roi Louis XVIII est traité de ganache, et qu'on s'en moque à l'étranger cruellement. Envisagez votre retour. Il est envisagé. Pour bientôt. Dieu soit loué. Quand un homme comme lui reste silencieux pendant des heures, c'est qu'il fait des projets. Or, quel projet Napoléon pourrait-il faire, sinon se battre? Lorsque les gens parlent de toi, sais-tu ce qu'ils en disent et comment ils t'appellent? L'épouse polonaise de Napoléon. Et c'est tellement la vérité. Pierre, je t'adore. Et le 1er mars, en effet, l'empereur débarquait au golfe Jaune. L'idée que l'on pensait. Que le maréchal Ney se porte à sa rencontre, et sans égard pour le passé, qu'il le mette à l'état d'arrestation, n'ayant d'autre souci que le bien de la France. Ce sera d'un effet foudroyant. Du moins, je l'espère. Sire, maréchal Ney, d'ordre du roi. Prince de la Moscova, tu n'as pas honte? Si. Mais l'empereur approche et le roi se retire. Il est rare qu'un homme vu de dos conserve son prestige. Et la guerre aussitôt recommence. Il en vient de partout, d'Autriche, de Berlin, de Moscou, d'Angleterre. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Oh, ce qu'il est hypocrite.
Napoléon abdique pour la seconde fois. Et c'est entre les mains de Fouché qu'il abdique. De Fouché, devenu président du gouvernement provisoire. Ma pauvre petite Joséphine. Et là, pendant 3 jours, à toute heure du jour, une défection nouvelle se produisait, tandis que se manifestait un dévouement qu'il n'avait pas prévu. Général comte de Montelon. Iéna, Madrid, Eckmühl, Wagram. Blessé 5 fois au service de votre majesté. Brigue l'honneur insigne d'accompagner l'empereur dans son exil et de ne point le quitter jusqu'à son heure dernière. Merci. Moi aussi, je voudrais m'en aller avec vous. Hélas. C'est impossible. Et pour tant de raisons, vous le comprenez bien. Pensez-vous que vous puissiez jamais revenir? Quelle abomination. Quelle... Je l'ai laissé dans ma voiture. Vous n'avez pas vu l'empereur? Non. Qu'est-ce que c'est? Une ceinture que je vous demande de porter sur vous. Et pourquoi faire? Parce qu'à l'intérieur, j'ai cousu mon collier de diamants. Oh non. Je le fais. Merci. À dater de ce jour, tous les événements qui devaient se produire allaient servir sa gloire et son immense renommée. Il devenait invulnérable. Et si tous les pays du monde réunis en congrès avaient conjugué leurs efforts pour assurer à l'empereur son immortalité, ils n'eussent pas agi différemment. En n'accueillant pas le grand homme qui demandait à s'asseoir au foyer britannique, en se persuadant que c'était un vaincu, comme si Waterloo effaçait Austerlitz. Puis, par la suite, en réhabilitant par une mort ignominieuse et révoltante ceux qui l'avaient trahi naguère. Tirez au cœur. Feu! Épargnez le visage! Feu! En l'envoyant à Sainte-Hélène, petite île. Son Excellence le gouverneur Hudson Lowe. En confiant sa personne infiniment précieuse, un individu borné, têtu, mesquin, sans cervelle et sans cœur et sans éducation. En lui assignant une résidence dérisoire, en le privant de tout ce qui aurait pu soulager son ennui, en lisant son courrier avant de le lui remettre, en le faisant soigner par un médecin douteux,
en l'appelant le général et non pas l'empereur. Messieurs, à ma connaissance, il n'y a pas d'empereur dans l'île de Sainte-Hélène. Messieurs? En le faisant mourir à petit feu là-bas, France, tête d'armée. En n'inscrivant rien sur sa tombe, ils l'auront donc rendu légendaire à jamais. Car le 15 décembre 1840, des milliers et des milliers de Français attendaient le catafalque immense qui ramenait à Paris ses cendres. Mais avec les yeux de leur cœur, voici ce qu'ils ont vu.